Bonjour, bienvenue dans le fond à la conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Je me présente Sandra Bélanger, la coordonnatrice scientifique de l'Institut. Ce midi, on a la chance d'avoir avec nous M. Guillaume Matelier, qui est docteur en sciences politiques et qui est enseignant aussi à la Haute École de gestion de Genève. Donc, c'est une collaboration là, avec la Haute École de gestion de Genève cet après-midi. Dans le fond, il va venir nous parler pendant l'heure du dîner de l'égalité des dotations initiales. Donc, comment combiner revenus d'existence et dotation en capital. Donc, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois avec nous ce midi, Guillaume. Je te laisse la parole là, pour la Est-ce conférence. est-ce que tu me permets, Sandra, de dire Oui, quelques vas-y, mots Patrick, vas-y. avant de Oui, bien laisser la parole sûr. à Guillaume? Bonjour Guillaume, ça va? Bonjour Patrick, très très bien, merci beaucoup. Alors, je voulais simplement redire un peu, redire quelques mots là Oui. pour en ajouter à ce que Sandra a dit. C'est une chouette occasion que l'on a d'accueillir Guillaume dans le cadre d'une première collaboration avec la Haute École de gestion de Genève, parce que l'événement est co-organisé. Je voulais toutefois ajouter une autre information au sujet de l'organisation de cette conférence midi. Elle se tient aussi dans le contexte d'un séminaire que je donne cet hiver qui porte sur le lien entre la démocratie et la justice sociale. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai voulu inviter Guillaume à revenir à l'Université Laval. Il y était il y a 2 ou 3 ans. Malheureusement, cette fois-ci, ça doit être une rencontre virtuelle, mais ce n'est que partie remise. Euh, J'insiste aussi, Sandra nous a dit tout à l'heure que Guillaume était un docteur en sciences politiques, enseignant à la Haute École de gestion de Genève. En fait, Guillaume a cette particularité d'avoir un pied bien ancré dans la théorie et un autre bien ancré dans la pratique, parce qu'en plus d'être ce penseur en théorie politique que nous a présenté Sandra, il exerce également les fonctions de maire de sa commune, en Billy. Et donc, c'est intéressant d'avoir là quelqu'un qui réfléchit à la chose politique, mais qui la pratique également. Alors, voilà les mots que je voulais ajouter à cette présentation. Maintenant, la parole est véritablement à toi, Guillaume. Merci, Patrick. Merci beaucoup Patrick, merci à tous de me donner l'occasion de faire cette conférence. Alors, bien évidemment, j'avais adoré le Québec. J'avais passé que 2 nuits sur place. J'aurais aimé rester à l'époque beaucoup plus longtemps. Là, avec le Covid, nous nous voyons à distance, mais nous avons maintenu un très, très beau contact entre nous, Patrick. Nous nous envoyons maintenant les livres malgré la distance. Et j'ai bien reçu ton dernier livre sur la démocratie et je peux dire que j'ai été soufflé par la justesse et par l'efficacité du propos. Ça a été ma lecture entre Noël et Nouvel An. Au bord de l'océan Atlantique. Hein, c'est un océan qui, d'ailleurs, peut nous rejoindre. Mais ça a été, en tout cas, une très, très belle lecture. Et je vous remercie à David Robichaud et toi, d'avoir écrit ce livre assez puissant. Donc, j'essaye de parler du côté français, du côté suisse aussi, puisque nous sommes bien évidemment touchés par le propos du livre. Alors, ce soir pour nous, en cette fin de soirée, et ce midi pour vous. D'ailleurs, nous avons appris qu'il y a des heures québécoises d'été, hein, ce qui a provoqué un tout petit changement d'heure pour nous, mais c'était intéressant. Voilà, les défis culturels sont à la hauteur de nos attentes. Le propos de ce midi, je vais essayer de me mettre à l'heure québécoise. Le propos de ce midi, c'est de comment combiner revenus d'existence et dotation en capital. Alors, je vais partir sur 3 questions qui vont permettre de clarifier mon propos. Qu'est-ce qui justifierait moralement un revenu d'existence et un capital d'émancipation? Bien évidemment, j'expliquerai le revenu d'existence et le capital d'émancipation puisque c'est le cœur de mon travail. Ensuite, sur cette base de principe, quelle forme doit-il prendre? Et je dis, et j'avance l'idée qu'il doit prendre une forme de juste distribution adéquate des ressources. Et puis enfin, quel mécanisme de la naissance à la mort pour une distribution a priori? Et vous verrez, ce n'est pas anecdotique le fait que je parle de la naissance
jusqu'à la mort, puisque j'essaye d'unifier en fait le processus de distribution des ressources socio-économiques de la naissance jusqu'à la mort pour pouvoir y répondre le plus fortement au niveau moral. Alors, qu'est-ce qui justifierait moralement un revenu d'existence et un capital d'émancipation? Peut-être déjà dire au départ que mon principe de base, c'est d'essayer de remonter au maximum à la source de ce que pourrait être une justification morale d'une redistribution des ressources socio-économiques. Et puis, par suite, c'est de faire en sorte, parce que, comme le disait tout à l'heure Patrick, j'essaye de conjoindre le principe théorique, mais aussi la réalité dans ce que nous pouvons vivre. Et d'ailleurs, une des étapes entre les deux, entre le principe théorique et la réalité, c'est parfois un stop qui s'incarne au niveau des politiques publiques et un tout petit peu au-dessus au niveau de la résonance juridique que peuvent avoir ces politiques publiques. Donc, si vous le voulez bien, l'idée de départ, pour moi, c'est de dire que la justification morale, pour moi la plus simple et la plus naturelle, est liée à la naissance, qui, jusqu'à preuve du contraire, est une circonstance non choisie. Je ne sais pas si quelqu'un ici pourrait lever la main et dire « j'ai décidé de naître ». S'il le fait, je veux bien prendre un café avec lui, avec même le respect des gestes barrières, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait pu choisir sa naissance, en tout cas tant qu'on n'aura pas résolu métaphysiquement la question de la naissance et de la mort. Donc nous n'avons pas choisi de naître, et au même titre que nous obtenons des droits constitutionnels à notre naissance, par exemple la liberté d'expression ou d'autres droits démocratiques, dont vous parlez d'ailleurs, Patrick et David, dans votre dernier livre, eh bien, nous avons des droits socio-économiques qui sont liés à la naissance de la même manière. Et donc, mon idée de base, c'est de conjoindre cette justification morale autour du fait que nous n'avons pas choisi notre naissance à un impératif, et c'est ce que j'appellerais moi des droits à résonance constitutionnelle, parce que de là à ce qu'ils soient totalement constitutionnels, il faudrait en tout cas aller plus loin dans la réforme de nos constitutions, mais des droits à résonance constitutionnelle, c'est-à-dire des droits qui s'impliquent directement à la naissance, au bagage de naissance de l'individu. J'ai un certain nombre de droits qui se dégagent de ma naissance sans aucune autre forme de demande particulière. Je nais avec ce bagage-là. Donc en soi, pour moi, ce n'est pas tout à fait un droit social au même titre que certains droits qui se déclenchent automatiquement à un certain âge ou par rapport à une certaine condition sociale, une condition d'existence particulière. Mais il est avant tout dans l'ADN de ce que pourrait représenter un droit constitutionnel. Alors, quand on justifie moralement cette question-là, c'est aussi, peut-être pour moi, c'est pour ça que la dernière question à laquelle je répondrai, c'est le cycle et le mécanisme de la naissance jusqu'à la mort. Mais pour moi, ce qui est important et fort, c'est de se poser la question au regard de cette notion d'existence. C'est aussi pour ça que je ne parle pas de revenu de base, que je ne parle pas de revenu universel en tant que tel. Toutes ces notions, d'ailleurs, pourraient être, sur le plan du mécanisme, assez identiques, mais que je parle du revenu d'existence. Parce que derrière ça, ce qui m'intéresse dans la justification de la distribution des ressources socio-économiques, c'est d'assurer et de permettre la dignité et, à travers la dignité, les conditions d'existence de l'individu. Se nourrir, se loger, se vêtir, accéder à la santé. Pour moi, par exemple, l'idée du revenu même d'existence, c'est de le lier à un objectif politique et philosophique. Il n'y a rien de mieux quand les objectifs politiques et philosophiques se rejoignent parce qu'ils gagnent en efficacité. Eh bien, c'est de faire en sorte que cette notion même d'existence soit liée à la notion de dignité, d'assurer la dignité des individus. Certains penseurs, par exemple, pensent que le revenu d'existence doit répondre au niveau d'un salaire, doit répondre à d'autres conditions, l'émancipation. Pour moi, non, c'est avant tout de répondre à la question de la dignité des individus et donc à leurs conditions d'existence essentielles. Mais pour autant, là où certains défendent le revenu d'existence comme étant eh bien, une possibilité d'émancipation de l'individu,
je le décline dans un autre mécanisme, et ce mécanisme, c'est le capital d'émancipation. Et je vais vous détailler par la suite comment j'envisage le passage entre les deux. Le but, ça n'est pas de faire un dispositif plus un autre dispositif, c'est de dire qu'il y a un principe au-delà, presque métaphysique, au-delà de ces dispositifs-là, qui vient justifier la possibilité d'incarner en deux pans les notions liées autour de la dignité et autour de l'émancipation, qui sont des objectifs politiques et philosophiques. Avant de répondre à cette question, qui sera au final la troisième question, j'aimerais revenir sur encore un niveau plus théorique pour ensuite arriver au mécanisme. Sur cette base de principe, quelle forme doit prendre cette distribution des ressources socio-économiques? Pour moi, la meilleure forme de cette distribution des ressources socio-économiques, c'est ce que j'appelle une juste distribution adéquate des ressources. Alors, bien évidemment, il y a un point de vue moral de départ qui est critiquable, mais c'est du postulat, et comme c'est du postulat, eh bien, j'avance là-dessus. Pour moi, c'est une distribution qui doit se faire de façon égale, c'est-à-dire qu'on repose l'égalité comme horizon moral, comme pourraient dire les chercheurs de Yale, Ackerman et Alstott dans The Stakeholder Society, par exemple, quand ils défendent la question des dotations en capital, et particulièrement leur propos des 80 000 $ qui seraient donnés à l'âge de maturité d'un coup en dotation initiale, ce qui occasionne d'ailleurs des débats forts avec Philippe von Parijs, qui les a connus à l'époque à Harvard, je crois, non à Yale, non, c'était à Yale, je crois, à cette époque aussi. Disant lui-même, Philippe von Parijs, le père du revenu d'existence, qu'il faut mieux toucher chaque mois quelque chose plutôt que de toucher une force de départ, donc une dotation, à l'âge de maturité, quel que soit d'ailleurs le fait que ce soit donné par exemple 20 000 €, ensuite 20 000 € ou 20 000 $ par suite. Mais ce qu'ils disent dans leur débat, au final, c'est peut-être que ce à quoi j'essaye de répondre, un mécanisme unifié, là où on pense finalement que c'est deux choses qui sont à part. Juste donc parce qu'elle est égale. Là, sur le coup, que ce soit Philippe von Parijs ou ces chercheurs de Yale, Ackerman et Alstott, la question d'égalité au départ ne doit pas être remise en cause, bien évidemment, mais en plus de ça, au-delà de ça, c'est même l'horizon moral qui doit être garanti. Par contre, et là c'est peut-être plus mes fonctions de maire, d'élu local depuis maintenant 13 ans, d'ailleurs depuis 2 jours, ça fait 13 ans, qui me font dire ça. Quand vous donnez un revenu d'existence à quelqu'un, imaginons 500 € ou, je ne sais pas, peut-être 700 $ canadiens, je vais essayer de m'adapter jusqu'au bout, ou 700 francs suisses, comme ça j'aurais fait l'adaptation totale aux différents champs monétaires. Si vous les donnez ici, à Genève, ou dans un autre canton, ou si vous les donnez à Paris, ou eh bien, dans un autre département, le mien, la Haute-Savoie, ou dans un département plus rural, eh bien, en valeur absolue, ils ont peut-être la même valeur, mais en valeur relative, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, si au départ, vous avez pensé que c'était pour garantir la dignité et donc de répondre aux conditions essentielles de l'existence, eh bien, le coût de l'immobilier, le coût que vous avez pour vous nourrir ou vous vêtir ne sera pas le même à un endroit ou à un autre. C'est pour ça que je propose que ce mécanisme de redistribution des ressources soit certes juste, mais nous pouvons y associer des mécanismes d'équité au-delà, au-dessus, qui viennent assurer l'adéquation de ces ressources socio-économiques pour l'individu que j'appelle individu bénéficiaire. Le bon individu bénéficiaire, c'est celui qui reçoit des ressources de manière égale, mais aussi dont on prend compte la réalité contextuelle dans laquelle il est, son environnement, la cherté de la vie, etc., etc. Alors parfois on me dit, ça peut être un peu compliqué de faire ça. Non, nous avons des indices statistiques, nous avons l'INSEE en France, nous avons les offices statistiques en Suisse, et je pense au Québec, même au niveau local ou au niveau de vos gouvernements régionaux, et nous sommes tout à fait capables de répondre à cela. D'ailleurs, nous le faisons, puisque nous le faisons à travers des politiques de redistribution plus classiques. À l'intérieur même de cette perspective d'adéquation et d'équité, je mets des choses pas forcément au même plan. Vous avez des perspectives liées à l'équité, par exemple liées à votre contexte et à votre environnement dans lequel vous êtes,
votre logement, par exemple le coût de l'immobilier, le coût du logement, hein, c'est souvent le plus marquant hein, parce qu'il prend beaucoup de revenus, le coût de la nourriture aussi, mais aussi lié au handicap. Pourquoi finalement ne pas lier toutes nos procédures liées aux mécanismes de handicap et aux mécanismes qui nous permettent de compenser les handicaps dans la perspective équitable au-delà du revenu d'existence. Mais voyez la différence, c'est qu'en matière de stigmatisation ou au contraire de lutte contre la stigmatisation, chaque individu, comme dirait Ronald Dworkin, doit être traité à égale valeur. Il parle d'equal value dans la majorité de ses livres et donc de cette façon dont le gouvernement va traiter de façon égale les individus, pas uniquement sur l'égalité des droits, mais sur la manière qu'il a de regarder leur projet de vie de façon égale. Sans paternalisme, parce que ça peut être une des critiques qui peut être donnée, mais là, Ronald Dworkin y répond très simplement par une forme de neutralité libérale qui le caractérise. Et donc, à cet égard, répondre à ce propos-là de façon égale, avec une égale valeur, impose, Ronald Dworkin d'ailleurs le fait d'une autre manière, impose un mécanisme de compensation des handicaps. Mais par contre, tout le monde naît avec cette perspective de recevoir à égalité un revenu, ce qui fait qu'il n'y a pas de charité ou de droit social lié à une politique sociale conjoncturelle, mais bien quelque chose d'ordre constitutionnel qui donne à chacun la même part, je dirais même la même juste part, hein, comme Patrick et David le défendent dans un autre livre, eu égard aussi notamment à leur contribution au niveau social à travers les générations. Alors, quel mécanisme de la naissance à la mort pour une distribution a priori des ressources? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est justement de réduire, alors ce n'est pas une guerre, on peut dire au moins sur le plan peut-être conceptuel, entre ceux qui défendraient des dotations au capital et ceux qui défendraient un revenu d'existence, mais aussi à l'égard de ceux qui défendraient un revenu d'existence comme étant un solde de tout compte. Le solde de tout compte des libéraux, par exemple, qui disent on va enlever l'ensemble des allocations, on va vous donner un revenu d'existence et ce sera pour solde de tout compte. Et ensuite, la seule perspective qui vaudra, c'est la responsabilité individuelle des individus. Ça n'est pas le propos que je tiens. Pour autant, limiter la force d'un mécanisme et l'opposer à un autre me semble aussi une mauvaise voie. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec Philippe Von Parijs l'autre jour à France Culture. Je peux vous dire que ça a été quelque chose, hein, parce que c'est quand même un costaud. Vous pouvez pas, vous êtes obligé quand même de fourbir vos armes. Je n'ai pas tout à fait été convaincu par son propos à cet égard, bien que je continue à avoir énormément de respect par rapport à cette théorie. Mais je ne suis pas convaincu, en tout cas avec la réponse que je donne, qu'on ne puisse pas trouver un mécanisme qui permette, d'ailleurs il fait un infléchissement dans son dernier livre, il dit on peut donner une dotation au capital, mais en plus. Mais ce que je propose, moi, finalement, c'est un mécanisme depuis la naissance, avec des droits qui s'ouvrent et qui se capitalisent jusqu'à l'âge de maturité. Je propose, par exemple, que ce soit la moitié d'un revenu d'existence, qui correspond à peu près à des seuils de pauvreté par rapport aux enfants. Donc là, il faut calculer au plus juste. En France, on serait aux alentours de 250, 300 €, qui ne se substituent pas aux allocations familiales et qui sont donnés à l'enfant, qui sont capitalisés pour l'enfant. D'ailleurs, d'un point de vue un peu ironique, j'aime bien utiliser le mot capital pour répondre aussi aux capitalistes, en disant qu'il n'y a pas qu'eux qui peuvent utiliser ce mot-là. Mais cette capitalisation de 0, par exemple, à 18 ans, selon le degré de maturité ou de majorité des pays, eh bien, c'est une forme de réserve, une forme d'épargne. Mais posez-vous cette question du côté de l'État. Pour l'État, c'est une forme d'investissement à l'égard de sa jeunesse. C'est une forme de reconnaissance des naissances des individus. Alors disant, au moment où tu nais, jeune individu qui n'a pas choisi de naître, eh bien, j'ouvre pour toi ce capital d'émancipation. Posez-vous la question de savoir aussi chez l'enfant ce que ça peut changer au niveau psychologique. Là, il faudrait des études complémentaires. Moi, j'aimerais travailler avec des psychologues là-dessus. Mais un enfant de 12-13 ans, si on lui dit qu'à 18 ans, il peut avoir un capital qui s'ouvre, eh bien, il peut penser différemment son projet de vie. Il peut commencer à le travailler à l'école. On peut l'accompagner au niveau éducatif. Et puis, penser aux parents qui parfois doivent se saigner en se disant, alors d'autant plus dans les modèles anglo-saxons, se saigner
prendre des crédits ou faire peser sur la dette des pays et des individus eh bien, les études ou une partie de leur projet de vie de départ. Je pense aussi que c'est un moyen de contourner le capitalisme, que l'État puisse mettre en place dans cet ordre-là une forme d'épargne qui devient ensuite pour les individus un starter. Alors, on pourra opposer le fait, oui, mais est-ce qu'un individu de 18 ans a la bonne majorité, la bonne réflexion, le bon recul pour le faire? Alors, posons cette question-là aussi à l'égard des emprunts qu'il a contractés par ailleurs. Voilà, donc on peut poser cette question-là, elle est tout à fait légitime, mais aussi à l'égard des contraintes qu'il impose à ses parents ou qu'il s'impose lui-même sur la dette qu'il aura dans les années qui suivront ses études encore. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon argument, mais la réflexion est bonne. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il peut y avoir des mécanismes où on donne au fur et à mesure, où on peut aussi libérer des droits de tirage, ce genre de choses. On peut peut-être le faire de cette manière-là, mais pas rejeter en disant finalement, les individus à 18 ans ne savent pas quoi faire, ils n'achèteront que des voitures de luxe, ils n'achèteront que de belles télés ou autres. Je ne suis pas sûr de cela, d'autant plus si le système éducatif l'accompagne convenablement. Et ce mécanisme-là, à partir de 18 ans, une fois que le starter est donné, la dotation initiale qui garantit l'émancipation et le projet de vie de l'individu, eh bien, vous avez ce mécanisme qui continue avec le revenu d'existence, mais cette fois-ci donné à la hauteur de ce qu'impose la dignité. En somme, ce que je veux dire par là, c'est que le revenu d'existence tel que je l'envisage ne cesse jamais d'être donné. Il est donné de la naissance jusqu'à la mort. Il est simplement capitalisé pour une part de 0 à 18 ans pour être redélivré dans un capital qui donne ce starter de départ. En somme, il ne peut pas, dans ce cadre-là, y avoir d'opposition dans le mécanisme. Il est unifié, il est justifié parce qu'il est juste et adéquat, parce que nous avons réfléchi sur le revenu d'existence, sur la part d'adéquation, et il est justifié moralement à un point même que l'on dise qu'il est un droit à résonance constitutionnelle. Ça peut donner ce schéma-là pour une juste distribution adéquate des ressources, que je nomme là sur le coup égalité des dotations initiales. Ronald Dworkin, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré sur cette question-là, parle de l'égalité des ressources comme étant la meilleure réponse au problème qu'il a donné au départ, c'est-à-dire d'assurer l'égalité des ressources des individus, mais fondé moralement sur le fait que l'égalité est la vertu souveraine, que la liberté découle de l'égalité et que dans son mécanisme, il y a une part égale et des parts équitables. Vous auriez en somme une primauté, ce que j'appelle primauté distributive, et une forme d'insistance. Alors, d'où me vient ce mécanisme, ce raisonnement? Je ne vais pas aller trop profondément là-dedans, et c'est notamment de ma réflexion sur le langage, parce que au-delà de la philosophie, je m'intéresse plus qu'intéressé par ailleurs à la philosophie du langage, parce que je suis aussi linguiste, avec cette double formation de sciences politiques et de linguistique. Et finalement, dans l'étude des langues, on parle souvent de quelque chose de très intéressant, qui est le mécanisme d'apprentissage général des langues, mais aussi les différences qu'il peut y avoir entre les langues. Ce que Noam Chomsky appelle la théorie des principes et des paramètres. Vous avez des principes forts d'émergence, puis vous avez des paramètres qui permettent en fait à chacune des langues d'avoir leurs différences, leur beauté aussi, mais elles reposent sur des principes syntaxiques qui sont très forts. Alors, on peut critiquer cette théorie des principes et paramètres, mais elle venait déjà répondre à un certain nombre de critiques qui étaient formulées avant. Alors, c'est ce qui me permet de dire qu'il y a une primauté distributive, c'est-à-dire qu'a priori, il y a un paradigme de primauté distributive complexe, on n'est pas sur de la simplicité, qui mettrait en avant une dotation en capital et un revenu d'existence, ainsi qu'une distribution compensatrice sur des bases que j'appelle sélectives, c'est-à-dire des compensations des handicaps qui viennent répondre à des circonstances. Nous n'avons pas choisi notre handicap et donc il y a un principe moral à pouvoir compenser cela, à quel moment que ce soit de sa vie par ailleurs, que ce soit dès la naissance ou que ce soit par suite d'un accident. Ensuite, a posteriori, qu'il y ait des formes d'insistance type principe de différence rawlsien ou type mécanisme assurantiel solidariste. Donc solidarisme en France ou en Suisse, ça parle, c'est notamment les théories radicales de la fin du 19e siècle, du début du 20e, qui a amené par exemple la sécurité sociale en France après la Seconde Guerre mondiale.
Mais ce sont des principes qui, pour moi, sont des formes d'insistance. En somme, ce que je veux dire par là, et ça sera en partie ma conclusion, ça n'est pas pour mettre à zéro le système existant. C'est aussi pour réfléchir à ces mécanismes-là. Peut-être que certains doivent être inclus par ailleurs, mais d'autres reposent sur des mécanismes liés au travail. Finalement, être au chômage, le revenu d'existence n'y répond pas, et ce n'est pas son but. Pour certains, oui, pas pour moi. Mais vous avez cotisé pour le chômage, et donc vous avez nourri des caisses de chômage. Et cette distribution existe parce qu'il y a des formes d'insistance, il y a des formes de mécanismes assurantiels qui chevauchent en fait le mécanisme de base. En somme, l'un est sur le droit et l'autre est sur des politiques publiques qui sont davantage d'ordre conjoncturel, qu'il ne faut pas éliminer pour autant. Je prends aussi actuellement une réflexion que je dis un peu par l'absurde à ceux qui me disent « oui, mais quand même, le revenu d'existence, c'est compliqué à mettre en place. Puis est-ce qu'il faut vraiment donner ce droit à tout le monde? Est-ce que ça doit être universaliste ?» Je prends un exemple tout simple et que je nourris de réflexion et que je donne à votre réflexion. Finalement, le service public, en tout cas tel que nous le connaissons en Europe et tel que nous le connaissons en France, mais même comme nous le connaissons ici dans l'État de Genève, est finalement un revenu d'existence qui ne dit pas son nom. Souvent, ce service public, nous y avons un accès universel et égal, et souvent sans condition, ce qui est la base de la définition du revenu d'existence sans contrepartie, du revenu d'existence tel que peuvent le dire des auteurs comme Philippe Van Parijs. En fait, la grande différence, mais aussi l'état de renforcement de cette théorie-là, c'est que le service public est un revenu, comme je vous le disais, d'existence qui ne dit pas son nom et pourrait être défendu comme celui-là à travers ces mêmes principes moraux. En somme, plutôt que de donner de l'argent comme le fait le revenu d'existence, le service public permet à l'individu de ne pas en dépenser. Quand vous avez un service public gratuit à l'éducation, c'est autant que vous n'avez pas à dépenser dans vos conditions d'existence à payer un système éducatif privé. Et donc, il répond à votre principe de dignité de départ et à la réponse des conditions essentielles d'existence des individus, et même déjà quand ils sont plus jeunes, puisque l'école est gratuite et ouverte, bien évidemment, aux enfants. Donc, toutes ces réflexions-là, on peut les nourrir, les poser, mais en tout cas, vous l'avez vu, ce ne sont pas des mécanismes que je défends comme étant des soldes de tout compte. Et d'ailleurs, souvent, j'essaie de sortir de l'idée, c'est pour ça que je mets le mécanisme à la fin, j'essaie de sortir de l'idée de mécanisme. Parce qu'un mécanisme, on peut le mettre en place à travers des politiques publiques. La justification morale nous permet de dire que ce mécanisme est justifié, qu'il a du sens et qu'il peut même être entendu comme un élément stabilisateur de la démocratie. J'ai trouvé d'ailleurs quelques échos dans votre dernier livre, Patrick et David, sur ces éléments stabilisateurs de la démocratie, où tout le monde se reconnaît, où il y a une forme de contrat social, où les uns et les autres adhèrent. C'est ce que vous faites aussi dans La Juste Part, en disant finalement, avoir la juste part, c'est lié à la coopération sociale. Rien n'est là ex nihilo. Nous sommes le fruit d'une histoire et nous devons avoir cette juste part. Voilà. Alors, pour aller plus loin, je fais une petite conclusion aussi. Quand j'étais venu à Laval, à l'université Laval et pas de Laval, j'ai bien compris maintenant, parce que de Laval, ce serait l'université en France, mais je fais encore l'erreur, mais tu as vu ce soir, Patrick, j'ai fait très attention, j'ai été très studieux suite à ta remarque. J'avais en tête la construction de l'individu bénéficiaire, c'est-à-dire l'individu qui reçoit. Actuellement, je travaille aussi à conjoindre l'idée de l'individu contributeur. Ce sur quoi vous travaillez aussi à Laval et avec vos collègues, et notamment dans le colloque où j'avais pu être, finalement, de faire en sorte que celui qui touche la distribution puisse être celui qui accepte de contribuer à la société. Ça, c'est un enjeu de démocratie très, très fort. On ne peut pas passer à côté. On le sait, beaucoup aujourd'hui sont stigmatisés, c'est toujours les mêmes qui touchent de l'argent, c'est toujours pour les mêmes que ces politiques publiques sont faites, il n'a qu'à travailler, etc., etc. Non, c'est délié par rapport au travail, c'est lié à votre naissance. Et puis, si je contribue à la société peut me rendre quelque chose au niveau de ce que j'ai contribué et au niveau de mes besoins de contribution. Et donc, cette réflexion-là sur l'imposition et le consentement à l'impôt doit être aussi au cœur de nos réflexions, même si ce n'est pas au départ
ma spécialité, je veux y réfléchir aujourd'hui parce que je pense que c'est une manière de défendre beaucoup mieux nos principes de distribution des ressources socio-économiques. Pour aller plus loin, eh bien, vous avez mon livre qui est là. Je ne sais pas si Laval l'a mis dans sa bibliothèque, mais ça serait bien. Comme ça, les uns et les autres, je peux vous en renvoyer un par ailleurs. Il y a aussi la tribune que j'ai signée récemment, le 10 janvier, avec Alain Policard, qui est chercheur au CEVIPOF à Sciences Po Paris, sur une proposition de loi d'aide à l'émancipation des jeunes. Donc, je vous mets aussi le lien. Vous allez recevoir, tous les participants, le PowerPoint, comme ça, vous pourrez avoir les liens. L'émission à présent aussi animée par Frédéric Worms, avec l'entretien avec Philippe Van Parijs. Et puis, une recension de l'ouvrage par Alain Policard aussi, sur l'ouvrage que j'ai publié. Et Alain Policard a fait une recension du livre en essayant de mettre en avant tous les aspects liés à la dignité qui ressort du livre. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et je suis à votre entière disposition pour vos questions.